Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de commencer cette émission par des mots qui ne sont pas les miens. Nous, membres de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale, déclarons adopter une posture d'objection de conscience face au déploiement des technologies d'IA génératives dans nos institutions. L'objection de conscience désigne le refus individuel, mais aussi collectif, en tant qu'il est publiquement partagé, de prendre part à une activité que l'on perçoit comme incompatible avec des valeurs fondamentales. Dans le cas présent, nous considérons que le déploiement de l'IAG dans les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale est incompatible avec les valeurs de rationalité et d'humanisme que nous sommes censés représenter et diffuser. 3 considérations majeures justifient cette position. Pour des raisons de concision, ce manifeste ne les développe pas, mais on trouve dans la littérature scientifique de quoi les étayer solidement. J'arrête ici ma lecture. Ce manifeste intitulé « Face à l'IA générative, l'objection de conscience » a été publié par les membres de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, la Técopole, en décembre 2025. Ils y dénoncent notamment l'injonction presque morale à utiliser l'IA générative. 6 mois plus tard, 3200 signatures de membres de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'éducation nationale les ont rejoints. Parmi eux, des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses de Montpellier avec qui nous allons discuter pendant les 20 prochaines minutes. En studio, nous avons donc le plaisir de recevoir Séverine Bérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc enseignante-chercheuse en informatique à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Mathieu Romani, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques à l'IMAG, l'Institut montpelliérain Alexander Grothendieck. Et Angélique Rodin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en management à Montpellier Recherche en Management. Vous enseignez donc tous les 3 à l'Université de Montpellier. Bienvenue dans Allume la science. Merci. Cette interview a été générée sans IA, mais avec Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. On restera dans le thème à la fin de l'émission avec un LUMLU intitulé « Une IA générative de fracture ». Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57... 56. Alors avant de commencer cette interview, on précise que vous n'êtes pas des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle et que pour certains d'entre vous, vous nous avez dit avoir signé cette tribune avec le cœur. Donc cette émission a également une portée citoyenne, on tient à le rappeler. Et pour commencer, une question de contexte. Ce manifeste, il est parti de Toulouse. Alors comment vous en avez eu connaissance et comment ça a été perçu dans vos laboratoires ? Qui veut commencer à répondre ? Mathieu Romani, allez-y. Oui, moi j'ai eu connaissance du manifeste parce que je suis membre de la Técopole de Montpellier. Et le manifeste a été proposé par la Técopole de Toulouse. Donc j'ai tout de suite eu l'information et j'ai signé. Quant à sa dispersion dans l'équipe, moi je suis dans une équipe de mathématiciens et j'ai pas connaissance d'une vague de signatures dans cette équipe. Donc je pense que l'information n'est pas passée par là. Très bien. Séverine. Oui, moi j'ai eu aussi par mail en fait, en étant abonnée à différents réseaux, mais c'est vrai que ça n'a pas trop circulé ni dans l'équipe ni dans mon département d'enseignement. Donc je pense que je suis une des seules du département à avoir signé. D'accord, et Angélique ? Par un collègue qui était de la Técopole aussi de Toulouse. Et sinon, ça a un petit peu circulé chez nous pour des collègues en système d'information. Et notamment par ma sœur et collègue en fait, qui est engagée dans ces questions d'intelligence artificielle sur le plan plutôt critique. Et qu'on entendra en fin d'émission dans le LUMLU. On l'a programmé justement. Donc ok, c'est passé du coup plutôt par des canaux un peu informels, quoi. Oui. Alors cette objection, c'est une objection de conscience qui est argumentée. Et le premier des arguments qu'on peut lire dans le manifeste, c'est que, qui est en soi suffisant pour la plupart d'entre vous, vous l'avez dit, pour avoir signé ce manifeste, c'est la dimension écocide de l'IA qui serait incompatible avec l'accord de Paris sur le climat et plus généralement avec la protection du vivant ou encore l'abandon des énergies fossiles. Et ça, sur le plan énergétique, est-ce que c'est quelque chose qu'on sait déjà un petit peu chiffrer l'empreinte de l'IA au niveau mondial ? Mathieu Romani, est-ce que vous voulez répondre à cette question ?
Alors la réponse est oui et non, c'est-à-dire à court terme, on a des indicateurs assez frappants, assez marquants. À long terme, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que le développement du numérique en général est problématique pour sa consommation énergétique. Et l'IA fait office d'un accélérateur énorme. C'est son effet principal. Et pour en donner une illustration, vous pouvez penser peut-être à des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont été proposés par les géants du numérique, Google, Microsoft notamment, dans les années 2019-2020. Donc c'était des titres dans la grande presse nationale et internationale. Et donc ils avaient des objectifs, ces deux firmes en tout cas, de neutralité d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et puis, vous savez, à peu près vers les années entre 2020 et 2022, surtout 2022, les intelligences artificielles ont envahi notre quotidien. Et on trouve aujourd'hui des graphiques qui montrent que par rapport à la pente de la décroissance qui était prévue, qui était espérée, en fait, c'est pas une décroissance, mais c'est une augmentation d'une pente double. C'est-à-dire que ça a augmenté 2 fois plus vite que ce qu'il aurait fallu décroître. Les émissions, je parle là des émissions de gaz à effet de serre de Microsoft, Google, Facebook. Et tant et si bien qu'en 2023, ces sociétés ont annoncé l'arrêt de leur plan, l'arrêt définitif. Voilà. Donc ça vous donne une idée sur la pente à quelques années. En tout cas, on voit qu'on est complètement sorti des trajectoires raisonnables. À plus long terme, c'est difficile, mais bon, l'empreinte matérielle, l'invasion de l'IA dans nos vies laisse quand même suggérer que ça va mal se passer en termes d'empreinte écologique. Alors Oui, pardon, oui, c'est pour revenir sur la difficulté de faire ce chiffrage, en fait, parce que le numérique, en fait, il faut considérer tout son cycle de vie, de la fabrication, sa phase d'utilisation et quand il devient déchet. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'on s'entend sur des chiffres entre 2 et 4% pour les émissions à effet de serre au niveau mondial, donc ce qui est très peu précis. Et comme disait Mathieu, effectivement, l'IA joue un rôle d'accélérateur phénoménal sur l'impact écologique du numérique en général. Angélique Rodin. Oui, je voudrais juste rajouter un point, c'est qu'on insiste beaucoup sur les gaz à effet de serre, mais c'est surtout l'extraction des ressources aussi qui pose problème en ce qui concerne l'IA et le numérique en général. On va y venir avec les puces GPU dont on parlera tout à l'heure, je pense. Alors en France, les défenseurs de l'IA avancent que la France a un avantage sur tous les autres, c'est notre magnifique énergie décarbonée. On parle donc du nucléaire. On nous dit qu'il faut en profiter justement pour concurrencer les géants, la Chine, les USA. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument et est-ce que vous pensez que, y compris avec une énergie décarbonée, on peut faire une IA propre? Qui veut répondre? Déjà, en termes de matériel, pour faire fonctionner des IA, il faut des ordinateurs. Les ordinateurs, il faut les fabriquer. Or, les ressources minières pour fabriquer des ordinateurs, on ne les a pas du tout en France. L'énergie nucléaire, c'est bien aussi, mais il faut aussi du carburant nucléaire qu'on n'a pas non plus en France. Donc, en fait, c'est un peu un argument, à mon avis, bateau, pour dire comme ça. Et on n'a pas les capacités en France d'avoir des IA souveraines. Et alors, au-delà de la consommation, sur le plan individuel, en tant qu'utilisateur quotidien de l'IA, souvent on n'a aucune idée du coût énergétique qu'on est en train d'évoquer là. Quand on fait un prompt, on ne sait pas du tout ce que ça peut consommer ou engendrer. Est-ce qu'il faudrait sensibiliser davantage les utilisateurs de l'IA en général et de l'IAG en particulier à cette question-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble nécessaire, Mathieu? Oui, évidemment, c'est nécessaire. On peut communiquer là-dessus, notamment des ordres de grandeur très simples. Le genre d'ordre de grandeur auquel je pense, c'est les ordres de grandeur de la vie de tous les jours. Par exemple, les ampoules qu'on utilise aujourd'hui, une ampoule LED typique consomme à peu près 10 watts. Une ampoule à incandescence qu'on utilisait il y a 10 ou 20 ans consommait 100 watts. L'ordre de grandeur suivant, 1000 watts, c'est à peu près un four de cuisine. Et ensuite, 10 000 watts, c'est un ascenseur. Donc, avant même que l'IA n'existe, j'avais une marotte personnelle sur l'utilisation des ascenseurs, parce que je travaillais dans un bâtiment dont tous les bureaux étaient accessibles facilement par escalier, mais les gens prennent l'ascenseur. Les gens n'ont pas conscience du fait que quand on appuie sur un bouton d'ascenseur, on enclenche une consommation de 10 000 watts. C'est absolument énorme. Et en général, on n'appelle pas qu'un seul ascenseur. Exactement. On en appelle plusieurs. Voilà. Et la raison, c'est qu'un ascenseur, c'est très très lourd. De la même façon qu'une voiture,
pour transporter essentiellement 100 kilos, une personne toute seule. Une voiture, auparavant, pesait fréquemment 1 tonne, et maintenant, on s'approche des 2 tonnes. Voilà. Donc l'IA, il existe déjà des petits textes bien faits, des illustrations, des graphismes sur Internet qui montrent la consommation d'un prompt, d'un deuxième prompt. Bien sûr, ça dépend aussi de ce qu'on demande à l'IA, mais voilà. Et la publication de ces chiffres-là, justement, par les entreprises d'IA, c'est quelque chose qui reste opaque? Est-ce qu'elles communiquent sur la consommation de leurs prompts, justement? Pour l'instant, c'est pas le cas. On a peu de données là-dessus. Séverine? Les données sont effectivement difficiles à trouver. Les publications qui existent sont contradictoires avec les estimations qui peuvent être faites par des organismes indépendants. Donc, où est la vérité? C'est très difficile à chiffrer. Il faudrait bien connaître les infrastructures, savoir... Puis il y a l'air d'avoir des différences énormes en préparant cette émission. On s'est un peu intéressé à ces chiffres. Il y a des différences énormes d'une IA à l'autre, en fait. Les ChatGPT ne va pas consommer la même chose que Gemini ou que l'IA chinoise. Enfin, toutes ces choses-là, on n'y est pas du tout sensibilisé. Oui, tout à fait. Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être le moment de dire qu'il y a 2 phases importantes de consommation électrique dans les IA. Il y a la phase d'entraînement, notamment pour les grands modèles de langage, pendant lesquels on entraîne une intelligence artificielle sur un corpus de texte à reconnaître des mots, à leur attribuer des probabilités d'occurrence. Donc ça, c'est une phase initiale qui est faite une fois pour toutes. On avait coutume de dire que c'était la phase la plus consommatrice. Je crois que c'est plus vraiment le cas, même si cette phase est de plus en plus consommatrice, justement. Pour donner un ordre de grandeur, les dernières versions de ChatGPT, pour leur entraînement, ont ingéré tout Internet. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est sur Internet est connu de ChatGPT. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase, bien sûr, d'utilisation par les citoyens, par les particuliers ou les professionnels, et qui est une phase, bien sûr, si on utilise l'IA dans des utilisations très spécifiques, ciblées, sur des moteurs d'intelligence artificielle ou des automates qui ont été entraînés sur des petits corpus de données, à ce moment-là, c'est évidemment bien moins consommateur que si on l'utilise le matin pour connaître la recette des pancakes. C'est-à-dire très fréquemment, au fur et à mesure de la journée, on interroge l'IA pour connaître la météo, etc. Alors là, bien sûr, la consommation peut exploser. Très rapidement, le temps avance vite. On parle des coûts énergétiques de consommation. Il y a aussi la course, et vous en avez parlé, aux minerais, notamment avec les puces électroniques, les fameuses GPU, qui doivent toujours être plus performantes. Est-ce qu'on peut en parler aussi qu'est-ce que ça consomme, ces fameuses GPU? Qui veut prendre la parole là-dessus? Ça consomme de la matière. Excusez-moi de reprendre le micro. Il n'y a pas de problème. Donc c'est la matérialité du numérique, hein, les GPU. Et ça pose aussi une question stratégique absolument majeure. Si je vous demande les 6 premières multinationales par leur capitalisation boursière, il y en a 5 que vous connaissez. C'est les GAFAM, Google, Amazon, etc. Mais ça, c'est celles qui sont classées de 2 à 6. La première, c'est Nvidia. C'est un fabricant de microprocesseurs qui fabrique donc ces GPU, qui est la plus grosse capitalisation boursière au monde et sur laquelle repose tout le système, toute la matérialité du système. Et donc, il y a des enjeux stratégiques pour tous les acteurs du numérique, mais aussi pour les États. Et ça entraîne un système de vassalisation des pays qui possèdent ces matières premières, dans lesquels la seule règle équivaut pour les États occidentaux riches, c'est la règle de l'accès aux ressources. Les droits humains sont bafoués, la souveraineté nationale est bafouée. Il y a des pays qui sont bien connus pour ça, notamment la République démocratique du Congo, qui a été l'objet de nombreux reportages, de livres passionnants, qui montrent que ce pays n'a jamais pu développer une démocratie, parce qu'il est mis sous coupe réglée par les démocraties occidentales. Donc, c'est une des accélérations qui va aussi avec l'IA, c'est finalement cette inégalité nord-sud qui se creuse en fait. Oui, tout à fait. Donc il y a une forme d'appropriation des ressources de la planète, qui sont aussi le fait de nos sociétés. Je ne sais pas si on peut imputer ça au capitalisme, mais en tout cas dans la planète, le fonctionnement économique tel qu'il est, une ressource qui se trouve devant vous est réputée gratuite. Vous pouvez vous servir, prendre le minerai, en faire ce que vous voulez. Et bien sûr, le système capitaliste et le système numérique en particulier s'approprient toutes ces matières premières, d'une part, sans poser la question de l'accession et de la finitude de ces ressources, de la propriété aussi des personnes qui vivent là, etc.
Alors le désastre écologique qu'on a évoqué là, il s'accompagne, et c'est le deuxième argument de ce manifeste, de dégâts humains, où on parle notamment d'ultra-précarisation dans les usines de fabrication, d'ultra-prolétarisation des travailleurs du clic. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce dont on parle dans cette situation-là de dégâts humains ? Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question ? Séverine ? Oui, alors en fait, on a un peu dit avec les ressources. Là aussi, on va aller exploiter de la main-d'œuvre dans des pays étrangers, donc loin de nos yeux. On ne voit pas trop comment ça se passe. Et donc, c'est des nouveaux métiers qui ont été développés. Donc, à la fois pour le côté entraînement de l'IA avec les travailleurs du clic, où là, on leur demande des cadences phénoménales pour qu'ils puissent être payés, mais alors avec les moins-disants sociaux qui existent dans ces pays-là. Et à la fois aussi pour les extractions toujours plus de minerais, où là, le travail dans les mines, les conditions humaines sont très désastreuses. Donc la pression de l'IA sur ce type de travailleurs et travailleuses, on ne la voit pas, mais elle existe. Le troisième argument annoncé par ce manifeste concerne l'ouverture à un futur qualifié donc dans ce manifeste de dystopique. C'est vrai qu'on a vu apparaître avec le développement de l'IA des termes comme technofasciste pour désigner les géants de la tech qui concentrent, vous venez d'en parler finalement, un pouvoir énorme avec à la clé des risques pour les libertés individuelles. On l'a vu dans l'actualité, les élections en Roumanie, beaucoup d'élections sont perturbées par l'IA. Est-ce que ça a fait partie, ça aussi, de votre engagement à signer cette tribune, ou ce manifeste, cette peur d'un futur dystopique? Angélique Rodin, elle est pour vous celle-là. Oui, complètement. Oui. Tout à l'heure, avant de rentrer dans le studio, vous croyez que j'avais peur effectivement de me retrouver ici. Non, c'est juste que pour moi, c'est un sujet qui me touche énormément parce que oui, je pense que c'est tellement une accélération de toute la perfidie humaine, presque j'aurais envie de dire. En fait, c'est alors qu'on devrait exactement aller à l'inverse. Là, on sait très bien que si on veut la survie de la planète, mais aussi des humains, on est obligé de ralentir en fait. Et là, c'est juste l'accélérateur qui est en train de nous faire aller plus vite vers la chute. Et en termes de dystopie aussi, ce qui est assez troublant, c'est le rapport à la machine. Donc moi, en tant qu'informaticienne, pour moi, la machine, je lui donne des commandes et elle les exécute. La machine, elle est puissante, elle fait des calculs, elle rend des résultats. Et là, je vois mes étudiants qui prennent des commandes de la machine pour faire des choses. Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve qu'on est comme une perte d'humanité. Et où on va, voilà. Quand on voit qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui discutent avec leur IA et qui finalement s'isolent des autres humains, on va vers un monde où on n'a plus de contact. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain et humaine dans un monde où en fait on va parler toute la journée à une IA et plus parler entre nous? Mathieu Romani. Oui, en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que quand j'ai signé le manifeste il y a 6 mois, mon souci principal était en effet l'aspect écologique. Mais 6 mois se sont écoulés et je ne sais pas si j'en suis au même point. Le troisième argument du manifeste me semble peut-être aujourd'hui le plus important. Et je crois ressentir ça aussi chez certains de mes collègues. Ça nous emmène dans des zones de l'activité humaine vraiment, et du fonctionnement démocratique complètement inexploré. Avant d'entrer dans le studio, votre collaboratrice soulignait qu'il n'y a pas de sémantique dans l'IA, c'est-à-dire que si on demande à une IA conversationnelle est-ce qu'il vaut mieux pour le lavage de sa voiture, est-ce qu'il vaut mieux se rendre au poste de lavage à pied ou en voiture, l'IA peut répondre oui, vas-y à pied, ce sera plus économe en énergie. Donc ça montre bien le fait que les IA n'ont pas une notion de sens dans les textes qu'elles proposent. Et quand vous pensez qu'au printemps, après les élections municipales, on a eu des sondages qui montraient l'utilisation par l'IA, notamment des jeunes générations. Un jeune sur 3 a utilisé son IA pour analyser les propositions des candidats, et parmi ceux-là, 40% ont dit qu'ils avaient changé d'avis. Voilà. Et vous savez aussi peut-être que en Albanie, la ministre des marchés publics, qui s'appelle Diela, est une intelligence artificielle. Donc on a les ingrédients d'une société dans laquelle des gens voteront ce que leur diront leur IA pour élire des hommes ou des femmes politiques qui seront des IA. L'humain est en train de disparaître, donc je crois que le mot dystopie n'est pas trop fort pour qualifier ce danger apporté par l'intelligence artificielle. Plus spécifiquement maintenant, en tant qu'enseignant,
Vous êtes donc tous autour de cette table enseignants-chercheurs, ce qui implique une projection vers l'avenir. Vous pointez les risques de l'IA dans l'enseignement supérieur. Pourtant, certains argumentent en disant justement que l'IA, elle peut permettre de réduire les inégalités, donc des inégalités d'accès aux connaissances, mais aussi des inégalités liées au capital social de départ. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument ? Angélique Rodin. Oui, on voit justement toute la différence. Et là, on passe, je dirais, presque les 3/4 de toutes les réunions pédagogiques à parler que de l'IA. Ça nous prend tout notre temps pour essayer de nous adapter. Les étudiants, en premier lieu, nous disent qu'au contraire, ça crée encore plus d'inégalités. Alors, je parlerais plutôt d'une inégalité cognitive entre les étudiants qui arrivent à l'université déjà bien formés par ailleurs, avec un certain nombre de connaissances et qui savent peut-être l'utiliser de façon comme un supplément, effectivement, comme une amélioration de leurs propres connaissances, et ceux qui arrivent avec une connaissance assez faible et qui le prennent comme un substitut et du coup n'apprennent rien. Enfin, on a des étudiants qui nous disent « je n'ai rien appris en fait cette année » parce qu'ils prennent l'habitude d'utiliser systématiquement, de l'avoir ouverte toute la journée. Et nous demandent de les forcer à ne pas l'utiliser. C'est ça qui est très fort. Alors nous, on est vraiment dans une injonction entre les directives ministérielles, que je le disais tout à l'heure, qui, par exemple, moi je suis en UT, et là, dans les nouveaux programmes, on va remplacer un enseignement, je suis en gestion des entreprises, un enseignement généraliste de sociologie, on va le remplacer par 10 heures d'IA. Donc on a d'un côté l'injonction de devoir leur enseigner à faire des prompts, et d'un autre côté les étudiants qui nous disent eux-mêmes, mais s'il vous plaît, en fait, permettez-nous de ne pas l'utiliser pour qu'on soit tous à égalité. C'est énorme, là, quand même. L'opposition sociologie-IA, c'est quand même très révélateur. Et justement, en tant qu'enseignant, là, est-ce que le fait que vous ayez signé ce manifeste ou cette posture d'objection de conscience, c'est quelque chose que vous avez partagé avec vos étudiantes et vos étudiants ? Séverine ? Alors oui, moi je l'ai partagé puisque j'enseigne ce second semestre. Donc en introduction du cours, j'ai partagé que j'avais signé, j'ai expliqué pourquoi et je leur ai demandé dans le cadre du cours de ne pas utiliser l'IA parce que l'idée d'un enseignement, c'est quand même de leur apprendre à faire des choses. Et donc ce savoir-faire, il est nécessaire. Et si vous faites faire à l'IA, vous apprenez rien, comme ça vient d'être dit là. J'ai eu peu de succès, puisqu'on a pas mal de TP en informatique et que je voyais bien peut-être la moitié des étudiants qui avaient toujours une IA ouverte à côté pour leur demander comment faire ci, comment faire ça. Et j'ai beau leur dire, mais je suis là, vous pouvez me poser des questions. Beaucoup ont pris l'habitude en fait de poser leurs questions à l'IA. Et certains étudiants me disent, mais en fait à l'IA, je peux lui poser des questions bêtes, j'ai pas honte de lui poser des questions. Alors j'essaye de leur dire, mais moi aussi vous pouvez me poser des questions bêtes. Voilà. Mais il y a vraiment déjà une certaine accoutumance qui est prise et qui va très vite. Et pour rebondir aussi sur mes étudiants en informatique, là, on en a certains qui éprouvent la pression de prendre des abonnements payants pour les IA, surtout dans le deuxième semestre où il y a beaucoup de projets. Donc ils calculent combien de mois ils vont pouvoir payer leur abonnement payant à Claude, qui est l'IA pour faire du code, pour générer du code. Et ça pour les inégalités sociales, ça arrange rien. En tant que alors on a parlé du côté enseignant, vous êtes également chercheur et chercheuse. Ce manifeste, il vous engage vous personnellement à ne pas utiliser l'IA. Alors ça signifie renoncer à quoi ? Autrement dit, est-ce que l'IA est déjà beaucoup utilisée dans l'enseignement supérieur et la recherche, et pourquoi faire ? Angélique ? Mathieu ? Allez-y. Nous, en management, en tout cas, ça nous engage à ne pas réaliser une revue de la littérature avec l'IA. Oui. C'est surtout ça, ne pas rédiger avec l'IA, pas faire traduire avec l'IA et à ne pas évaluer des articles de recherche de collègues avec l'IA, à ne pas faire des projets en fait de recherche avec l'IA. Et là, il faut avouer que évidemment tout ça c'est beaucoup plus rapide en fait si on le fait. Donc c'est vraiment un choix, et un choix, je dirais, pour moi, si je fais ce métier, c'est notamment pour la créativité, je le vois comme ça. Je prends plaisir à aller lire des articles de recherche en entier, en profondeur, de les analyser, de faire des liens, et c'est ça qui me plaît. C'est pas d'avoir 3 fois plus d'articles à la fin de l'année. Et alors, justement, c'est cette question-là qui se pose aussi. Dans la recherche, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Est-ce que vous pensez que cette posture-là, elle est tenable ? Est-ce qu'on peut rester dans la course en fait, de la recherche si on n'utilise pas l'IA ? Qui souhaite répondre ? Séverine ? À l'heure actuelle, il n'y a pas tant de pression que ça, en tout cas de la part de mes collègues. Par contre, dans est-ce qu'on peut, je dirais surtout on doit. Et vous, Mathieu, vous êtes en mathématiques, peut-être que ça s'y prête encore plus, l'IA, on peut imaginer, comme en informatique.
Oui, alors c'est vrai que l'IA a été choisie. Donc vous avez souvenir probablement des premiers ordinateurs qui étaient en compétition contre des joueurs d'échecs. Ensuite, il y a eu des joueurs de Go. La raison pour ça, c'est que les personnes qui fabriquent ces logiciels d'intelligence artificielle ont ciblé des secteurs de l'activité intellectuelle humaine pour essayer de se comparer. Donc des secteurs qu'ils ont identifiés comme des secteurs clés. Et il y a quelques années, les grandes sociétés d'intelligence artificielle ont fait ce choix d'utiliser les mathématiques comme un test. Et ils ont programmé des IA pour résoudre des problèmes mathématiques. Ceci étant dit, à l'heure actuelle, moi je suis dans une discipline des mathématiques qui est assez fondamentale, dans laquelle l'IA n'a pas encore déferlé complètement, et donc je l'utilise assez peu parce que je n'ai pas ressenti le besoin. Voilà, donc j'utilise ce critère de besoin pour savoir si l'outil va être pertinent ou pas. Vous disiez très rapidement, parce qu'on arrive à la fin, vous disiez que ça allait poser un problème en mathématiques avec les doctorants. C'est que finalement, beaucoup de questions posées pour les thèses de doctorants sont finalement résolues par l'IA très facilement. Oui, pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux types de problèmes très différents qui peuvent être résolus en mathématiques. Il y a certains résultats qui peuvent être attaqués en utilisant des résultats auxiliaires qui ont été démontrés par le passé par des collègues. Donc avec une revue de littérature suffisamment bien faite, on peut se rendre compte qu'en ajustant et en mobilisant ensemble plusieurs résultats, convenablement, avec un peu d'astuce, etc., parfois on démontre un résultat nouveau. Et ça, l'IA, qui a accès à tout Internet, le fait très très bien. Il y a une autre variété de résultats qui demandent vraiment de la créativité, pour lesquels rien n'existait dans la littérature mathématique. Ça, c'est les résultats véritablement nouveaux où la créativité humaine est nécessaire. A priori, dans ce domaine-là, l'IA n'a pas encore dévoré le paysage mathématique, mais pour ce qui concerne l'encadrement des doctorants, ça veut dire qu'en tant qu'encadrant de thèse, on va devoir proposer des sujets qui ne font pas appel aux compétences de calcul, de synthèse, d'accès à la littérature, qui elles vont être peut-être monopolisées ou en tout cas utilisées avec beaucoup d'efficacité par les IA, et ça c'est très très difficile. L'émission est passée très vite, on vous remercie tous les trois. C'était passionnant. Merci. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui et c'est déjà fini pour la saison. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. Un grand merci à Noah pour la réalisation également de cette émission. On se retrouve à la rentrée prochaine et d'ici là, pensez à débrancher. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.